As-tu déjà ressenti cette soif de comprendre le monde, qui te pousse à chercher les réponses aux énigmes qui t'entourent? Les mathématiques sont l'outil ultime pour satisfaire cette curiosité insatiable. Elles sont le langage universel qui nous permet de décoder les mystères de l'univers et de transformer l'abstrait en concret. Mais comment tout a commencé? Comment ont-elles vu le jour? Je t'invite à explorer les origines des mathématiques en voyageant à travers le temps pour explorer les premières civilisations et rencontrer les mathématiciens dont les découvertes ont marqué l'histoire. Alors, prends tes pop-corn, trouve un endroit confortable et laisse-moi te raconter cette histoire qui va éveiller ta curiosité. Suivons les traces des mathématiques à travers le temps et l'espace, depuis les terres fertiles de la Mésopotamie jusqu'aux contrées lointaines de l'Orient. À chaque étape de ce voyage, nous découvrirons comment les civilisations ont contribué à développer les mathématiques. Voyageons d'abord à travers les âges pour observer nos ancêtres préhistoriques. Les premiers hommes préhistoriques avaient une compréhension rudimentaire des concepts mathématiques comme l'addition. Car pour compter leurs animaux et suivre les cycles de la Lune, ils utilisaient leurs doigts, des pierres, ainsi que des bâtons comptables pour représenter les quantités. Les bâtons comptables pouvaient être des os, des pierres ou des bâtons marqués d'entaille. Pour mieux comprendre ce qu'est un bâton comptable, imagine un homme au début du néolithique gardant un troupeau de moutons. Le matin, il faisait une petite marque sur un bâton pour chaque mouton qui sortait de l'enclos, et le soir, il comptait les marques pour voir si tous les moutons étaient bien rentrés. Bien que pratique, cette méthode avait ses limites, notamment pour compter de grands troupeaux. De tous les bâtons comptables retrouvés, l'un est devenu célèbre par ses regroupements d'entailles. Il s'agit de l'os d'Ishango, vieux de 20 000 ans. Il a été retrouvé en République démocratique du Congo. Avançons maintenant 8000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, cette terre nichée entre les fleuves Tigre et Euphrate, dans la région du Proche-Orient. À cette époque, les habitants de cette région ont commencé à utiliser des jetons en argile aux formes variées pour rendre plus simples leurs échanges commerciaux et leurs transactions. Il y avait 6 jetons différents. Certains étaient en forme de sphère et d'autres en forme de cône, chacun ayant une valeur particulière. Les archéologues qui ont trouvé ces pièces les ont appelées des calculi, d'un mot latin signifiant caillou. Les habitants de Mésopotamie utilisaient un système de comptage différent du nôtre. Au lieu d'utiliser les chiffres de 1 à 10 comme nous, ils utilisaient une base de 60. Ils avaient noté que le nombre 60 pouvait être fractionné en plusieurs parties égales. Cette approche simplifiait grandement les calculs, notamment quand il s'agissait de découper le temps en heures, minutes et secondes. C'est l'un des nombreux héritages de la civilisation mésopotamienne et cela continue d'influencer la manière dont nous mesurons le temps aujourd'hui. Les jetons dits calculi évolueront avec le temps pour donner naissance à l'écriture des nombres sur des tablettes d'argile, marquant ainsi le début de l'enregistrement numérique et de l'écriture en Mésopotamie. En général, un rond qui remplaçait la bille représentait 10 et une demi-lune qui remplaçait le cône représentait 1. Pendant cette période, les Sumériens avaient 3 systèmes de numération pour compter et mesurer différentes choses, comme des objets, des quantités de grains ou des produits consommables. Pour désigner ce qu'ils échangeaient, ils utilisaient des pictogrammes. Par exemple, s'ils échangeaient des marchandises comme des moutons ou des jarres, ils ajoutaient le petit dessin correspondant à côté des chiffres. Cette première écriture était idéographique. Cependant, cela devenait plus compliqué selon ce qu'ils comptaient. Animaux, nourriture, grains, les images étaient différentes d'une ville à l'autre. L'écriture idéographique va alors être remplacée peu à peu par une écriture plus précise et plus simple à reproduire, l'écriture cunéiforme. Cette écriture, apparue vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, se composait de clous et de chevrons, formant des motifs en forme de coins qui étaient pressés dans l'argile. Les unités et les multiples de 60 étaient représentés par un clou vertical.
Les dizaines étaient représentées par un chevron. Les chiffres étaient disposés en colonnes en fonction de leur valeur. Le manque de symboles spécifiques pour représenter les multiples de 60 posait parfois quelques problèmes. Car comment différencier 7223 et 143 ? C'était impossible. Si l'espace n'était pas bien marqué, rien ne pouvait les différencier. Avec l'introduction du zéro, le double clou incliné, les Mésopotamiens ont pu représenter l'absence d'unité dans une position donnée. Ce n'était pas un chiffre, juste un symbole, servant souvent à marquer un espace entre les nombres ou pour indiquer une absence de dizaines ou d'unités dans une colonne intermédiaire. Au fil du temps, les mathématiques ont avancé grâce aux contributions des différentes civilisations. Notre périple se poursuit en direction de l'Égypte antique. Contrairement aux Mésopotamiens, les Égyptiens avaient un système décimal, mais ils n'avaient pas de zéro. Ils utilisaient un système de numération basé sur l'addition, composé de symboles appelés des hiéroglyphes. Employer des hiéroglyphes pouvait parfois devenir compliqué. Leur palette de symboles de base étant limitée, cela signifiait qu'ils devaient répéter le même symbole plusieurs fois. Pour vous donner une idée, pour écrire le nombre 999, ils devaient dessiner 27 symboles. Imaginez le temps et l'effort que cela prenait. Grâce aux informations provenant du papyrus Rhin et du papyrus de Moscou, on a découvert que les Égyptiens étaient capables d'effectuer des calculs élémentaires comme manipuler des fractions ou résoudre des problèmes géométriques. Ils utilisaient régulièrement les mathématiques dans leur vie quotidienne, notamment dans le commerce et la construction. L'une de leurs compétences les plus remarquables résidait dans leur maîtrise de la géométrie. Imagine-toi maintenant aux côtés des agriculteurs égyptiens, contemplant les vastes champs qui s'étendent devant eux. Leur récolte dépendait des crues annuelles du Nil. Pour eux, connaître les dimensions de leurs champs était essentiel. Grâce à la corde à 13 nœuds, ils pouvaient mesurer les côtés de leurs champs de manière égale et obtenir des angles droits. Cette méthode était vitale pour éviter les conflits concernant les frontières des champs. La corde à 13 nœuds était utilisée non seulement par les agriculteurs, mais aussi par les architectes égyptiens. Cet outil précieux jouait un rôle important dans la construction des pyramides. Partons maintenant loin de l'Afrique, dans le nord de l'Amérique centrale, là où vivaient les Mayas. Ils étaient connus pour leur calendrier sophistiqué, leurs chiffres particuliers et leur talent en astronomie pour observer les étoiles et les saisons. Pour les Mayas, le temps était très important dans leur culture. Ils utilisaient 2 calendriers pour savoir quand se produisaient des événements importants. Le Tzolk'in était un calendrier de 260 jours, utilisé dans des cérémonies religieuses, la divination et l'agriculture. Le Hab était un calendrier solaire de 365 jours qui était principalement utilisé pour des fins agricoles et civiles, contrairement au Tzolk'in qui avait une forte connotation religieuse. Les Mayas ont développé un système de numération basé sur 20. Cela s'inspirait de la manière dont ils comptaient avec leurs doigts et leurs orteils. Un point représentait une unité, symbolisant la fève de cacao qu'ils utilisaient comme monnaie. Une barre équivalait à 5 unités, tandis qu'un symbole en forme de coquillage signifiait 0. Leur numération était positionnelle et écrite de manière verticale, signifiant que la lecture se faisait de bas en haut. Le premier niveau équivalait à 20 puissance 0, le deuxième à 20 puissance 1, le troisième à 20 puissance 2 et le quatrième à 20 puissance 3, ce qui correspondait à 20 fois 20 fois 20. Ainsi, pour noter le nombre 8806 dans leur système, ils utilisaient une barre et un point au premier niveau pour les unités, un 0 au deuxième pour indiquer le vide, 2 points au troisième pour noter 800, et au quatrième, ils ajoutaient un point correspondant à 8000. Chez les Mayas, il existait 2 types de zéros. Le zéro cardinal, comparable à notre zéro décimal, qui indiquait la quantité, et le zéro ordinal, qui était le tout premier numéro dans leur calendrier, symbolisant le début de quelque chose d'exceptionnel, comme le commencement d'une nouvelle ère. Partons maintenant en Inde, un pays en avance par rapport à de nombreuses autres civilisations concernant la numération.
Il y a plus de 2000 ans, bien avant l'émergence des mathématiques modernes, les Indiens ont élaboré un système numérique qui allait révolutionner la façon dont nous comptons et calculons. Tout comme nous, les Indiens employaient un système décimal fondé sur le nombre 10. Chaque chiffre possédait son propre nom et sa propre valeur, tout en occupant une position spécifique au sein des nombres. Ils avaient créé 9 symboles pour représenter les chiffres de 1 à 9, chacun associé à un nom. Ekam, Dvim, Trim, Chatur, Pancha, Chat, Sapta, Ashta, Nava. Ce qui est troublant, c'est cette similitude dans la sonorité de certains chiffres, comme Trim qui veut dire 3, ou Sapta qui veut dire 7, et la forme des chiffres indiens. Ces ressemblances frappantes entre les systèmes numériques indiens et occidentaux ont suscité des réflexions quant à la transmission de ce précieux héritage mathématique. Nous découvrirons plus tard que grâce aux échanges et aux traductions réalisées par les savants arabes au Moyen-Âge, ces chiffres indiens traverseront les déserts et les frontières pour finalement enrichir notre propre compréhension des mathématiques occidentales. Par le biais d'illustres scientifiques, l'Inde a pu participer au développement des mathématiques et de l'astronomie à l'échelle mondiale. Et parmi les éminents penseurs indiens se trouvait Aryabhata, le premier grand mathématicien indien et astronome du 5e siècle. Ses accomplissements étaient multiples. Il avait estimé le nombre pi, mesuré la circonférence de la Terre et avait même suggéré que le ciel semblait tourner parce que la Terre tournait sur elle-même. À travers son ouvrage, l'Aryabhatiya, on découvre la numération, les fractions, les racines carrées et cubiques, ainsi que les méthodes pour prédire les éclipses solaires et lunaires. Un siècle plus tard, c'est un autre érudit indien, Brahmagupta, qui allait jouer un rôle important concernant le zéro. Astronome et mathématicien, il avait défini le zéro comme la soustraction d'un nombre par lui-même et avait établi que lorsque l'on multipliait un nombre par zéro, le résultat était toujours zéro. Ces idées ont apporté une clarté essentielle au rôle du zéro. En outre, le symbole du zéro nommé Shunya, signifiant le vide, était représenté par un simple point. Il était associé au ciel et à l'espace. Au fil du temps, ce symbole a évolué pour devenir un cercle, symbolisant ainsi la voûte céleste. Plongeons-nous désormais dans les grandes avancées de la Grèce antique, où des esprits éminents ont laissé leur empreinte dans le monde des mathématiques. Parmi ces esprits brillants se trouvait Thalès, un riche marchand qui avait la liberté de consacrer sa vie au voyage et aux études mathématiques. Durant son séjour en Égypte, Thalès a pu mettre en œuvre ses connaissances en mathématiques, particulièrement en géométrie. Il détermina que dans un triangle isocèle, les angles à la base étaient toujours égaux. Pour mieux visualiser cette idée, imagine un triangle avec deux côtés de même longueur, comme un sablier. Cela signifiait que les angles en face de ces côtés étaient également égaux. Cette découverte fut essentielle pour concevoir des toits stables aux formes triangulaires par exemple. Féru de mathématiques mais aussi d'astronomie, il était capable de prédire les éclipses. Ces moments étonnants où le soleil ou la lune semblent disparaître temporairement dans le ciel. Ces prédictions ont été d'une grande aide aux marins qui naviguaient en haute mer. Ils utilisaient les étoiles comme des phares naturels pour les guider à travers les vastes océans, en toute sécurité vers leur destination. Une légende raconte que Thalès avait impressionné le pharaon en utilisant simplement un bâton. Il avait mesuré la hauteur de la grande pyramide en observant l'ombre que le soleil projetait à midi. Ses compétences en trigonométrie lui avaient permis de calculer la hauteur de la pyramide avec une précision étonnante, laissant le pharaon émerveillé par sa maîtrise des mathématiques. Autre figure marquante, Pythagore, un philosophe et mathématicien influent qui, lors de ses voyages à Babylone, en Syrie et en Égypte, a été influencé par leurs avancées mathématiques. En Égypte, par exemple, il avait étudié la géométrie et l'astronomie. Son héritage mathématique le plus connu fut le théorème de Pythagore, qui énonçait que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit,
est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ce théorème a été essentiel pour garantir la solidité des bâtiments par exemple. On pouvait s'assurer que les angles étaient bien des angles droits. Cependant, la découverte d'une vieille tablette d'argile connue sous le nom de Plimpton 322, originaire de Mésopotamie et datant de 1800 avant Jésus-Christ, a démontré que ces théorèmes étaient déjà utilisés avant Pythagore. Le rôle de Pythagore a été de faire connaître ces théorèmes, posant ainsi les fondations de la géométrie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il était également à l'origine de l'affirmation selon laquelle dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Un concept fondamental qui continue de jouer un rôle central en géométrie. Euclide, de son côté, un mathématicien grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, était souvent salué comme le père de la géométrie. Son influence sur le monde des mathématiques était immense et perdure encore aujourd'hui. Son ouvrage Les éléments, composé de 13 volumes, est un recueil mathématique. Bien plus qu'une simple compilation des contributions de Pythagore et de Thalès, il a révolutionné la manière dont nous comprenons les mathématiques depuis des siècles. On y découvre des concepts fondamentaux tels que des définitions rigoureuses de ce qu'est un point, un segment ou une surface, ainsi que plus de 470 problèmes mathématiques différents résolus. Cette encyclopédie sera la base de la géométrie pendant plus de 2000 ans et l'ouvrage le plus imprimé au monde, juste après la Bible, avec plus de 1000 éditions différentes. Mais ce n'est pas tout. Euclide est également connu pour une autre découverte importante, la division euclidienne, cette méthode de division qui est toujours enseignée à l'école aujourd'hui. Les esprits brillants de la Grèce antique ont grandement aidé les mathématiques à avancer. Ils ont également été ingénieux en utilisant des lettres pour noter les nombres, une pratique toujours utilisée aujourd'hui pour exprimer des équations et symboliser des quantités ou des fonctions. Lors de leur conquête de la Grèce, les Romains ont découvert la manière astucieuse dont les Grecs écrivaient les nombres. Ils ont rapidement adopté cette méthode. En utilisant seulement 7 symboles, les Romains pouvaient représenter tous les nombres. Nous les utilisons toujours aujourd'hui pour indiquer les heures sur les horloges analogiques, pour désigner les siècles ou pour désigner différents souverains portant le même nom. Grâce à l'étendue de l'Empire romain, les chiffres romains vont largement être utilisés, principalement en Occident. Continuons notre voyage en explorant le rôle crucial des chiffres en Chine, où ils étaient essentiels pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne, la gestion des affaires de la cour impériale et même dans la construction de la Grande Muraille de Chine. Il y a environ 4000 ans, des carapaces de tortues gravées ont été découvertes dans la province du Henan en Chine. Ces gravures numériques indiquaient le nombre d'hommes perdus à la guerre, de prisonniers ennemis, d'animaux tués à la chasse. Au fil du temps, les symboles ont évolué et sont devenus ces 13 symboles que les Chinois utilisent toujours aujourd'hui. Cependant, ces symboles n'étaient utilisés que pour écrire des nombres, pas pour effectuer des opérations. Vers 700 avant Jésus-Christ, les Chinois ont introduit un système de numération plus adapté au calcul, connu sous le nom de numération des baguettes, qui a perduré jusqu'au XVe siècle. Ces baguettes étaient initialement en bambou, puis fabriquées en bois, en métal ou en ivoire. Pour différencier les puissances de 10, les Chinois avaient adopté une astuce simple. Les unités et les centaines étaient représentées verticalement, tandis que les dizaines et les milliers horizontalement. Il était alors facile d'écrire par exemple le nombre 1234. Ce système a évolué pour devenir le boulier chinois, considéré comme le plus ancien ordinateur du monde en raison de sa capacité à effectuer rapidement des calculs de base. Partons vers le Moyen-Orient visiter Bagdad, une ville cosmopolite, où des savants venus de tout l'Empire échangeaient en arabe et contribuaient aux connaissances en astronomie, philosophie, mathématiques et médecine. Parmi eux, Al-Khwarizmi, un éminent savant à la cour du calife qui excellait en mathématiques, géographie, astrologie et astronomie. Ses écrits rédigés en langue arabe seront traduits en latin à partir du XIIe siècle. Ils avaient permis l'introduction de l'algèbre en Europe,
mais aussi de l'utilisation des chiffres arabes dérivant des chiffres indiens plus anciens. Cependant, à cette époque en Occident, certaines personnes se méfiaient du chiffre 0, en partie à cause de leurs croyances religieuses. Pour elles, le 0 pouvait sembler étrange, voire un peu effrayant, car il représentait rien comme le chaos. C'est là qu'intervient Leonardo Fibonacci, un mathématicien célèbre. Pendant ses études en Algérie à Bougie, il s'est penché sur les mathématiques arabes, notamment le 0 et les chiffres arabes. Son rôle majeur a été de les introduire en Europe, ce qui a grandement contribué à changer la manière dont nous comptons les nombres aujourd'hui. Finissons notre exploration en mettant en lumière un autre esprit exceptionnel, Blaise Pascal. Penseur français du XVIIe siècle, il a contribué à la fois aux mathématiques et à d'autres domaines. À seulement 19 ans, il crée la Pascaline, une machine mécanique pionnière conçue pour effectuer des calculs. Capable d'additionner et de soustraire facilement, elle permettait même de réaliser des multiplications et des divisions par des répétitions astucieuses. Alors que nous clôturons notre voyage, il est clair que les mathématiques ne cessent d'éclairer et de façonner notre société d'une manière cruciale. Elles ont été la base pour créer des ordinateurs, donner naissance aux intelligences artificielles qui peuvent apprendre et résoudre des problèmes comme des humains. Les mathématiques ont également permis l'exploration de l'espace, avec l'envoi de fusées vers les étoiles dans l'espoir de découvrir de nouveaux mondes. Elles ont voyagé, évolué et stimulé l'esprit humain. Alors la prochaine fois que tu utiliseras des chiffres pour résoudre un problème, souviens-toi que tu es le descendant d'une longue lignée de génies des mathématiques. Nourris ta soif de comprendre et continue d'explorer le monde fascinant des mathématiques. Pour prolonger un peu plus l'exploration des chiffres et des nombres, je t'ai créé un fichier PDF sur ludizen.com. Tu pourras t'amuser à décoder les chiffres mésopotamiens, égyptiens ou mayas, comme on l'a fait ensemble dans cette vidéo. Le lien direct se trouve dans la description, alors n'hésite pas à le télécharger, c'est totalement gratuit. Merci de t'être joint à cette balade, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle m'a pris énormément de temps en recherche et en création, donc n'hésite pas à liker et à partager, ça aidera à la faire connaître. Au passage, abonne-toi, je te prépare d'autres vidéos du même style. Je te propose maintenant de découvrir l'histoire de Callisto. Si tu ne l'as pas encore vue, tu découvriras la légende qui se cache derrière la constellation de la Grande Ourse. À tout de suite!